Bienvenue à cette conférence justement sur comment monter un cloud public, un cloud, enfin un multi-cloud entre un cloud européen et un cloud américain. Donc en fait, cette conférence m'est venue à l'idée suite à tout ce qu'on a pu entendre comme polémique, notamment cette dernière année avec le Covid, donc notamment tout ce qui est le sursaut justement, la réapparition de la question de la souveraineté numérique, hein, et là où les données des Européens parfois se retrouvent dans des providers américains, ce qui a fait beaucoup, ça a fait beaucoup euh, déchaîner les passions, notamment sur les réseaux sociaux, mais notamment aussi sur les médias. Donc on peut tout retrouver. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas sur du cloud, heu, aujourd'hui et qui se posent des questions et se demandent: «OK, ben, si je mets mes données sur le cloud, bah, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais aller sur un européen? Est-ce que je vais aller sur un américain? Et si je vais sur un européen, justement, il y a les lois, notamment américaines, hein, qui vont venir me poser des questions, me sortir des craintes. Il y a certaines peurs qui vont surgir justement et hem et pour donner un petit mot, un petit instant là pour, on va en parler un tout petit peu sur ces lois justement, avant d'entamer, la conférence en question. Justement ces lois américaines, hein, donc notamment la partie Cloud Act qui vient remplacer la Storage Communication Act, hein, qui date de 86, qui est dans l'objectif de pouvoir, hem accéder à des données, de serveurs américains, mais pas seulement, américains, mais aussi à l'étranger, hein, qui serait qui serait la propriété d'entreprises américaines, dans l'objectif d'accéder à des données, hein, qui appartiendraient à des personnes, hein, qui seraient accusées de cybercriminalité ou de terrorisme ou de crimes contre l'humanité. Et là, le Cloud Act, il va pas seulement s'adresser au cloud public, mais aussi à tous les serveurs, notamment on-prem. Donc, c'est encadré par la justice. Là, au côté, il y a le Patriot Act, hein, donc le quoi qu'il en coûte américain, hein, qui date depuis 2001, hein, qui a été signé par le président Bush par la suite des attentats du 11 septembre, et du coup, qui donnait toutes les cartes, hein, aux renseignements américains pour accéder aux données, quoi qu'il en coûte. Donc, sans passer par la case juridique, pas toujours en tout cas, pour pouvoir traquer les terroristes qui seraient une menace pour les États-Unis. Alors aujourd'hui, justement, le Cloud Act, par exemple, est-ce que du coup, il y a eu des cas où le Cloud Act a été sollicité? Oui, et, les cloud providers ne s'en cachent pas, c'est transparent. Donc ils sont lisibles, donc on sait aujourd'hui que le Cloud Act peut justement être ouvert, hein, demandé par la justice pour accéder à des données, mais uniquement dans le cadre juridique pour de la cybercriminalité, par exemple, ou des crimes. Par contre, à côté, le Patriot Act, à côté, justement, est-ce qu'il est possible justement que mes données soient espionnées par les renseignements américains? Ben, c'est les renseignements américains. Est-ce que justement, eux, ils peuvent venir en open bar demander à, ben, du coup, un cloud provider d'accéder à des données? Oui, mais uniquement à dos de char. En fait, c'est pas la jungle aux États-Unis, ça se passe pas toujours comme ça. Aujourd'hui, si s'il y avait les renseignements américains qui accédaient comme ils voulaient aux données des providers américains, ça se saurait, et des tracteurs du GAFAM, il y en a plein. Bref, ça, c'était du coup juste une petite parenthèse, hein, sur ces justement ces lois américaines. Donc à côté, il y a les lois européennes, notamment la partie, RGPD, donc GDPR, qui va venir ici protéger les données des Européens. C'est l'objectif, que ça puisse rester, que les données européennes, des citoyens européens puissent rester, en Europe. Et là, à côté, il y a eu justement le Privacy Shield qui autorisait le transfert des données, des citoyens européens. En 2016, ça a été autorisé à être transmis, par exemple, aux États-Unis pour dans un marketing, publicité, pour l'intelligence artificielle. C'est justement, ce Privacy Shield a été annulé en 2020, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les services qui sont destinés au grand public, ben, ils ne peuvent pas transférer les données, en tout cas légalement, ils ne peuvent plus le faire. Transférer les données, hein, qui sont en Union européenne, et les transférer aux États-Unis, quelle que soit la raison. Et là, on a vu aussi que ça a émergé, c'est le Gaia X, donc c'est une association, d'après ce qu'on dit. Donc là où on trouve en fait parmi ses membres, notamment OVH, Orange, hein, plein d'industries européennes, mais aussi, on a vu aussi récemment des entreprises comme AWS ou enfin comme Amazon, Google Cloud, voire Palantir qui ont rejoint justement cette association, mais pas en membre exécutif, mais qui sont là en tout cas
pour aider justement à monter cette, solution de souveraineté. Donc on ne sait pas réellement, on dit que c'est une association, mais on ne sait pas réellement ce que ça va donner après, à la suite. Et à côté, on a des nouvelles lois, hein, c'est, le Digital Services Act et le Digital Markets Act qui viennent aussi pour encadrer justement les données, des citoyens européens, mais aussi les entreprises. Mais du coup, on n'a pas trop de beaucoup d'infos sur ça, donc on ne sait pas si ça va arriver, hein. Est-ce que combien de temps en fait ça va mettre pour pouvoir, apparaître et est-ce que ça servira? On ne sait pas. Aujourd'hui, beaucoup plus d'informations sur ces nouvelles lois. Du coup, les entreprises, au milieu, ben, du coup, elles vont tous se poser des questions forcément. Lorsque on est au début de phase, hein, où on va réfléchir à aller sur du cloud, il y a forcément une phase où on aura, certaines peurs qui vont sortir, mais que mes données, elles vont être extérieures à mes data centers. OK, mais du coup, je les mets où mes données par la suite? Même si toute la phase, tous les bloqueurs qui sont liés qui sont liés du coup à tout ce que l'organisation, la culture de l'entreprise et la partie humaine justement. Est-ce qu'on va aller sur un cloud américain? Donc c'est plus simple, ils ont de l'expérience, ils existent depuis plus de 15 ans, c'est pour certains. L'administration américaine a vachement bien financé justement ces cloud providers pour qu'ils puissent monter et évoluer et réussir. Et à côté, du coup, on a les cloud providers européens qui sont pas plus matures, mais peut-être que du coup, leurs services me suffisent pour mon business. Donc, est-ce que je vais choisir un cloud américain ou un cloud européen? La majorité des clients que j'ai vus, ils se posent la question sur l'un ou l'autre. Donc, le cloud américain, c'est surtout pour toute son efficacité, hein, son avancée. On ne va pas se casser la tête, on va aller directement sur un cloud américain qui a énormément de fonctionnalités et qui sait faire aujourd'hui. Et ou un cloud européen où directement la question de souveraineté se pose immédiatement et on ne veut pas aller chercher vers le cloud américain. Par contre, il y en a certains, donc ça existe, qui ont une petite frustration, se dire: «Ah mais peut-être que le fait qu'on n'utilise pas des services du cloud américain, ben, on rate peut-être quelque chose, même si on est sur un cloud européen». Et c'est là justement où sur la conférence s'adresse, c'est comment du coup monter un multi-cloud entre justement un cloud américain et un cloud européen. Et justement dans cette conférence-là, on va le démontrer à travers au moins 10 patterns, un réseau de sécurité opérationnelle et on va aussi le prouver à travers une petite démonstration, hein, d'une partie opérationnelle sur Google Cloud et la partie justement de la donnée, hein, qui resterait bien sûr sur un cloud européen. Donc voilà, donc moi j'ai choisi du coup le prometteur que je considère très prometteur, Skyway, donc il y a un provider, français et européen et à côté pour l'épisode 1 qui concerne cette conférence, hein, c'est la partie avec Google Cloud. Donc moi je travaille chez Stack Labs. Donc Stack Labs, on est, plus de 40, passionnés. On est en France, donc notamment à Toulouse et au Canada du coup. Et on est, spécialisé donc, tout ce qui est, cloud notamment et énormément sur, Google Cloud et Amazon. Donc Google Cloud, on est partenaire premier et on est spécialisé en infrastructure. Et on délivre aussi des formations, heu, GCP, AWS, mais aussi, du front-end, du back-end, hein, et du big data. Donc, parmi nos convictions, donc c'est la passion vraiment du métier, hein, des technologies, des nouvelles possibilités que peuvent nous offrir, justement l'innovation, hein. Donc on investit aussi dans la R&D, hein, et on est convaincu, hein, qu'à l'ère du cloud aujourd'hui, des ingénieurs de talent, on en a besoin de beaucoup d'ingénieurs de talent, donc on recrute entre parenthèses, hein, pour pouvoir justement, accompagner nos clients, hein, sur l'adoption du cloud très rapidement et pouvoir migrer leur data pour, profiter au maximum de la puissance justement des clouds. Donc moi je m'appelle Chaban Refès, donc je travaille dans tout ce qui est, développement logiciel depuis un peu plus de 9 ans, donc ça fait plus de 3 ans que je fais du cloud computing. Donc, je m'intéresse surtout à la partie infrastructure. Donc ça concerne tout ce qui est architecture, DevOps, la sécurité, le réseau. Quand j'ai l'occasion aussi d'être tech lead, hein, j'ai eu le plaisir aussi d'avoir ce rôle, hein, récemment. Et puis je suis un grand fan de serverless, donc je l'utilise à moindre occasion, hein, bien sûr. Et je profite du coup à la suite de mes missions
passer des certifications, notamment sur WGCP, parce que j'ai la chance que la société Stack Labs me finance les certifications et puis le temps qu'il faut pour pouvoir les préparer. Voilà, donc là on commence. Donc du coup, les stratégies pour aller sur du cloud, sur du multi-cloud aujourd'hui, notamment on va retrouver une bonne partie, donc la majorité des entreprises vont sur du multi-cloud. Parfois, ils savent pas qu'ils sont sur du multi-cloud. Le fait avoir un G Suite et avoir par la suite ces datas sur Amazon ou sur OVH, par exemple, vous êtes sur un multi-cloud, même si par la suite, vous n'avez pas une communication entre les deux clouds, mais c'est considéré notamment dans ces statistiques comme étant un multi-cloud. Et parmi justement, ceux qui se passent par du multi-cloud, justement, il y a la partie, c'est la partie hybride, donc une bonne partie en de l'hybridation, c'est-à-dire que, ils ont plus d'un cloud ou, leur cloud provider principal, est, en connexion avec, du coup, leur partie on-prem pour pouvoir soit de façon temporaire, soit du coup de façon permanente, où ils ont vraiment une connexion, dans la durée, une connectivité dans la durée, peu importe de quelque façon qu'elle soit, pour répondre justement à leurs besoins métiers. Donc la différence, petite parenthèse, la différence entre un multi-cloud et un cloud hybride, donc Gregor Hopp qui est un enterprise stratégiste justement il était chez GCP il y a quelques années, il a rejoint AWS et il dit un truc il dit en fait quelque chose qui est vraiment très, très important et très clair justement, c'est que le besoin de l'hybride, est une réalité, Parfois, on a des lois, voire des contraintes organisationnelles qui nous empêchent de passer nos données, sur du cloud. Voilà, il va y avoir plein de contraintes, business, de développement opérationnel, architecture et cetera, où ça me demande de rester sur l'on-prem et là, on a besoin vraiment de la partie hybride, pour pouvoir communiquer entre le cloud provider et tout ce qui est en on-prem. Par contre, le fait de choisir un multi-cloud, c'est une option. Il n'y a aucune obligation de passer, je veux dire, il y a pas de réelle stratégie pour faire du multi-cloud, C'est vraiment pour répondre généralement à un besoin, notamment, donc on va aller voir, les différentes motivations, donc un besoin interne, ou un besoin client pour faire du multi-cloud. Donc, c'est quoi du coup un cloud hybride? Donc, un cloud hybride, l'idée, c'est de pouvoir splitter justement ces workloads, c'est-à-dire qu'on aurait des workloads qui seraient en on-prem et d'autres qui tourneraient, sur un cloud provider. Donc, en fait, donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette communication et d'apporter justement de la valeur métier. Donc, on ne va pas utiliser un cloud hybride juste par rapport à un besoin qui ne répond pas à un besoin métier qui serait pertinent. Là où le multi-cloud, en fait, on aurait de la même façon, on va splitter nos workloads, sur plus d'un cloud provider. Et si on souhaite justement donner, comme il le dit, si on souhaite donner une autre définition, justement du multi-cloud, on va du coup sortir du contexte, quoi. Donc on peut retrouver justement, ce qu'on remarque, c'est que l'un des plus grands challenges, quand on va quand on monte en fait notre cloud et le donner sur du public cloud et même, sur un multi-cloud, c'est là on retrouve les mêmes contraintes, les mêmes challenges justement, c'est tout ce qui va concerner la sécurité, la gouvernance, des données, tout ce qui est compliance, le partie vendor locking, notamment si on est sur plusieurs clouds, c'est d'avoir les mêmes technologies, notamment pour pouvoir aider les équipes, de développement et d'ops, d'avoir la maîtrise, sur les deux cloud providers. Donc toutes ces questions-là, on va les retrouver même dans un cas de multi-cloud, donc on va aussi parler du coup de ces patterns, ils vont tourner énormément autour de ces sujets. Parmi du coup les motivations, donc pour aller sur du multi-cloud, c'est notamment la partie vendor locking, le fait de ne pas se limiter, à un seul provider. Par la suite et se dire: «Oh OK, en cas où, il se passe quelque chose, sur l'autre provider, au moins j'ai un autre provider à côté, je le maîtrise, je connais ces technos» et du coup par la suite, je vais pouvoir migrer en cas où, sur l'autre provider. Il y a aussi pour la partie architecture, généralement, il y a certains cloud providers, qui sont très similaires, sur tout ce qui est architecture, notamment, qui répondent justement à certains départements. Parfois, il y a des grandes entreprises, qui ont des départements qui sont
plus sur du Microsoft, d'autres plus sur du Linux, hein, et là, ils vont aller sur un provider plus spécialisé dans du Microsoft et d'autres plus spécialisés dans du Linux ou du PaaS, hein. Donc, ça peut être justement une des raisons pour lesquelles on va monter sur du multi-cloud. On peut aussi retrouver un multi-cloud, hein, où il y aurait par exemple, 2 cloud providers, hein, qui ont des services qui sont similaires, hein, notamment par exemple des services Kubernetes managés, hein, sur les 2, et à ce moment-là, on pourrait choisir, du coup d'avoir les 2 et d'avoir ces services-là sur les 2. Et puis il y a la partie, privacy, hein, la partie souveraineté, donc vraiment on souhaite, donc c'est un cas de figure qu'on va présenter aujourd'hui notamment, tout ce qui est la sécurité. Donc, là on va se dire, on va aller notre cloud provider européen, on va regarder tout ce qui est data sensible notamment, et tout ce qui est pas sensible, ben, on va le mettre sur l'autre cloud provider. Parfois, ça peut être aussi pour de la haute disponibilité, où on a besoin justement, on a un cloud provider aujourd'hui qui est uniquement en Europe, mais du coup, on a besoin de toucher plus de clients qui sont dans d'autres pays. À ce moment-là, on va monter on va monter enfin, on va utiliser un cloud provider qui toucherait en fait plus de lieux, du coup dans le monde, et qui fait qu'on aurait du coup un multi-cloud, hein, pour pouvoir, partager notre flux. Et il y a aussi des cas aussi disaster recovery où on a besoin de stocker, tous nos backups et nos snapshots, du coup, qui se retrouveraient sur un autre cloud provider dans le cas où il y aurait un souci avec le cloud provider. Par contre, il y a d'autres raisons, hein, qu'on va pas qu'on qui sont pas toujours, claires, hein. C'est des fois, en fait, il y a des commerciaux, hein, qui viennent, influencer justement des clients pour que les clients puissent tester, leur cloud provider, et mettre en fait leur workloads, hein, à travers des énormes crédits, hein. À titre personnel, j'en ai vu, hein, des entreprises, hein, avec carrément 6 cloud providers, et ils tournent uniquement leur business sur ces crédits, hein, et ce qui fait ils ont du coup en fait du multi-cloud, mais vraiment un gros multi-cloud, quoi. Donc en fait, l'objectif justement, c'est quand le but vraiment d'aller sur, quand on va aller monter notre toute notre architecture multi-cloud, hein, c'est, vraiment se dire, sélectionner, hein, sur quel cloud on va mettre tel workload, quels sont les patterns qu'on va appliquer lors de la communication ou de chaque cloud provider, quelles sont les technologies qu'on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser du container, est-ce qu'on va utiliser uniquement du IaaS, du serverless, quelle est la topologie réseau, qu'on va pouvoir appliquer de chaque provider, et entre les 2 providers, et même si on a un on-prem, hein, qu'on retrouverait en haut au bout de cette architecture. Donc c'est dans le but, c'est de se questionner aussi sur ces questions. Donc architecture, donc plusieurs options s'adressent à nous, hein. Ben, je vais citer celles qui sont, propulsées notamment par Grégor, hein. C'est assez commun, on peut retrouver ça énormément sur la communauté. Donc il n'y a pas, aujourd'hui un consortium, hein, sur quelles sont les options en elles-mêmes, hein. Donc, aujourd'hui, par exemple, on peut retrouver, une option où on va carrément, en fait, rendre portable, hein, nos tous nos workloads, hein, qu'on puisse les déplacer, être capable de déplacer nos workloads d'un provider à un autre. Mais du coup, ça implique vraiment de dissocier de tous les services managés, du provider, de façon à pouvoir faciliter le déplacement, de nos workloads. Donc ça, c'est la partie option portable. On peut retrouver la partie option parallèle, où on aurait, en fait, nos ressources qui se retrouveraient, sur les 2 cloud providers, hein, et par la suite, on aurait, la possibilité, de pouvoir switcher de l'un à l'autre, hein. Et parfois, on peut avoir carrément, en fait, le choix, hein, de mettre tel workload dans tel cloud et tel workload dans tel cloud. On va pas l'objectif, c'est pas trop de les détailler. Là, on va parler plus du segment, justement, de la partie option, de segmenter. Donc l'objectif de cette option-là, c'est de pouvoir, déployer des workloads spécifiques. Donc ça veut dire qu'ils ont un usage, hein, donc on connaît leur rôle, hein, dans un cloud provider, et d'autres workloads qui ont un certain rôle dans d'autres cloud providers. Et par contre, en fait, l'inconvénient, c'est que si, à côté, on a, bah, du coup, une communication, forcément, il y aura un coût, en ingress, hein, de tout ce qui est, coût de trafic qui va sortir dans tous les cloud providers aujourd'hui. Ben, il y a un coût justement lorsque les données sortent, ce qui n'est pas le cas lorsque les données rentrent justement, et il y a besoin justement de réfléchir à la topologie réseau, hein, à la communication qui serait la plus optimale, et même le provider qui serait du coup les moins chers pour tout ce qui est trafic réseau, notamment dans la communication entre ces 2 cloud providers.
Donc dans notre cas, on aura du coup Skyway Elements, hein, la partie le service cloud public de Skyway, hein, où on aurait toute notre partie, tout notre workload qui serait private, hein, et ça va concerner tout ce qui est compute, database, storage, encryption. Donc tout ce qui va concerner en fait, qui va tourner autour de nos données, va rester sur Skyway et ça va être des données uniquement qui sont privées, des workloads qui sont privés. À côté, on aurait Google Cloud, c'est lui qui serait face aux utilisateurs, donc il serait tout ce qui est il va prendre tout ce qui est internet facing, ça veut dire toute la plateforme DevOps, la partie CDN, les load balancers, toutes les IP externes, DNS, le disaster recovery, tout ce qui est pare-feu, il sera en fait en face, donc il sera en front, en top de Skyway. Donc voilà, vous avez une idée de ce que c'est du coup, les différentes architectures multi-cloud, qu'on pourrait avoir et notamment celle qu'on a choisie, donc la partie segmentée, donc toute la partie, données donc de l'entreprise qui serait du coup sur Skyway, donc données notamment sensibles et critiques, hein, et du coup tout ce qui est données opérationnelles, hein, tout ce qui va concerner, la partie internet facing, hein, qui se retrouverait sur la partie Google Cloud. Donc là, on va commencer avec le premier pattern sur le réseau. Alors sur le réseau, il y a plusieurs topologies, hein, qui peuvent être utilisées, hein, donc sur du notamment lors d'une communication avec un multi-cloud, hein, comment on pourrait faire communiquer, hein, nos différents, accounts et projets, hein, entre eux et de quelle façon on pourrait le faire. Donc, celle en fait qu'on retrouve aujourd'hui le plus dès qu'on parle d'hybridation ou d'on parle de multi-cloud, c'est la partie hub and spoke qu'on pourrait mettre en place. Donc voyons comment on pourrait faire ça. Justement la partie du coup hub and spoke, là au milieu, vous voyez qu'il y a un projet qui serait le hub, sur GCP et en fait, il serait du coup le responsable de la communication entre GCP et Skyway. Et à ce moment-là, il y aurait une connectivité qui serait privée, hein, notamment avec du VPN. Aujourd'hui, il est possible de le faire avec du VPN. Plus tard, peut-être qu'on pourrait avoir avec par exemple, un partenaire interconnect, hein, avoir la possibilité d'avoir une connexion dédiée avec une colocation facility en intermédiaire et avec Skyway lorsqu'il y aura ce service. Mais aujourd'hui, la connexion qui est possible entre ces 2 services, entre ces 2 cloud providers, ça peut être soit en HTTPS, donc soit avec un protocole, donc TCP ou du coup, avec du VPN. Donc dans cet exemple, on va parler plus du VPN, donc il y a une communication entre les 2. Donc on a sur Skyway à gauche, on a un private network, hein, où on montrait un open VPN et on aurait du coup une connexion site to site. Et bien sûr, le hub est justement ce projet-là de prod. Enfin, le projet du coup qu'on retrouverait, ça peut très bien être un hub aussi, sur Skyway, qui seraient les 2 du coup isolés d'internet. C'est-à-dire il y a les pare-feux qui ont des explicites, deny justement tout ce qui est ingress, egress, hein, sur tout ce qui est, communication avec l'extérieur et on privilégie la communication uniquement entre les 2 cloud providers. Et par la suite, on aurait la possibilité de faire de la même façon un hub and spoke, hein, sur du DNS où on aurait nos spoke à droite qui pourraient accéder, on pourrait du coup résoudre en fait tout ce qui est, des tout ce qui est DNS, hein, directement sur les SPOC. Donc le SPOC à droite, donc c'est un shared VPC dans cet exemple et le SPOC, il est connecté avec du pairing, hein, avec le hub. Et donc ici, par exemple, on a la CloudNet, hein, qui se retrouve sur le SPOC. On peut imaginer avoir, une NAT gateway qui serait montée sur le hub, hein, bien sûr. Donc là, dans cet exemple, donc du coup, le hub, il va partager les routes donc là, on parle il va partager les routes avec les SPOC pour que le SPOC ait accès justement aux données qui proviendraient du coup de Skyway. Et une protection supplémentaire que vous voyez en haut, c'est qu'on peut rajouter une organization constraint policy pour pouvoir restreindre la connexion VPN uniquement à l'IP de Skyway. Donc une autre façon en fait d'utiliser, la partie, tout ce qui concerne la partie network entre ces 2, c'est vraiment de pouvoir utiliser, donc du coup là dans cet exemple, une connectivité en HTTPS. On aurait à la droite du coup un projet, OK, Google Cloud, hein, où on aurait du coup un external, HTTPS Cloud Load Balancing, hein, qui servirait de proxy. Donc c'est lui qui du coup s'adresserait au client. On aurait un Cloud Armor pour protéger, hein, donc qui servirait de pare-feu. On aurait un cache notamment, hein, si on veut adresser plusieurs clients dans le monde notamment. Et on aurait du coup un internet, un UG, hein, donc qui servirait et comme destination, on aurait un projet,
de Skyway, hein. Du coup, on aurait vraiment un external load balancer qui serait en front de l'application de Skyway. Là, l'avantage vraiment primaire, c'est toute la partie, notamment, Cloud CDN, hein, ou aussi la partie DNS, hein, où on pourrait du coup avoir, GCP qui serait, on top de ce cas d'utilisation. On peut aussi avoir une communication entre les différents, cloud providers, et entre les différents workloads. C'est-à-dire que là, on pourrait sélectionner, notamment, ça peut être des applications front-end, hein, qui seraient sur du GCP, hein. Les applications front-end, par définition, sont pas censées avoir des données, hein, critiques à l'intérieur, parce que c'est accessible au niveau du navigateur. Donc on aurait du coup notre, application qui serait plus en front-end, hein, qui serait pas considérée comme une application, sensible, dans laquelle, du coup, on aurait via un internal, HTTPS, le load balancer, on aurait une communication. On aurait par la suite une communication, donc toujours on garde notre topologie hub and spoke, et là, comme vous voyez, le projet est rattaché, donc du coup CharDPC, il a automatiquement du coup accès au workload qui se retrouve au bout justement de Skyway. Donc il a automatiquement le fait qu'il soit rattaché à ce VPC. Il a la possibilité du coup par la suite d'accéder à l'application sensible, donc de faire des appels, hein, dans une connexion qui reste bien sûr totalement en private. Donc on a vu la partie network, on va parler un peu plus de sécurité, hein, sur, tout ce qui est sécurisation de la communication de ces 2 cloud providers. Donc là, on peut retrouver par exemple la partie Zero Trust, donc tout ce qui est utilisation, notamment de Identity War Proxy, donc sur GCP, donc qui est un service, donc qui vient pas forcément pour remplacer le VPN, mais pour répondre à la même problématique, hein, la connexion privée justement, notamment si on a une application qui est internale et qu'on souhaite y accéder, de façon privée. Donc là, on va utiliser IAM, hein, pour pouvoir accéder à cette application, qui serait private. Et là, par la suite, on pourrait imaginer avoir, du coup, si on est sur du Cloud Identity, donc on pourrait du coup avoir une synchronisation avec notre AD, hein, notamment si on est sur un Azure AD ou un Active Directory on-prem, hein, de faire une synchronisation des utilisateurs. Et par la suite, on aurait, du coup, notre load balancer qui pointerait, donc toujours avec un Internet NG, hein, sur notre, sur, vers notre application, donc nos applications qui sont hébergées, hein, sur Skyway, et on aura une protection supplémentaire, donc l'IAP JWT, qui va permettre justement de s'assurer que l'appel provient effectivement de GCP et de tel utilisateur. Ça, c'est possible justement aujourd'hui avec cette feature-là. Donc là, on a très bien la possibilité d'accéder à des applications qui sont hébergées sur Skyway avec une entity IAM qui proviendrait justement de GCP, et de répondre au challenge que propose justement Zero Trust. Pour tout ce qui est Access Key Management, donc ici, on aurait dans cet exemple, on a, donc là, si on souhaite, donc imaginons qu'on a notre plateforme DevOps qui est sur GCP, et on souhaite justement, on a besoin d'accéder, aux credentials, hein, qui se retrouveraient, hein, sur Skyway. Aujourd'hui, pour l'instant, Skyway ne propose pas de service de stockage de credentials, hein, donc comme par exemple Secret Manager sur GCP, mais ça viendra plus tard. Et donc la possibilité, c'est d'avoir par exemple, un Vault, hein, qui serait monté sur GCP, donc toujours des services, open source, hein, pour pouvoir, faciliter, justement tout ce qui est vendor locking. Et là, on aurait du coup 2 types, par exemple, de credentials. Un credentials qui servirait à déployer ces ressources, hein, qu'on retrouverait sur le Vault, et par la suite, on aurait nos runners GitLab qui récupérerait du coup ces credentials, hein, de façon sécurisée, pour pouvoir déployer des ressources, donc à distance, donc soit via une connexion VPN, soit par HTTPS, et déployer des ressources sur Skyway. Et par la suite, si par exemple il y a des applications qui ont besoin d'accéder, des applications qui sont sur Skyway qui ont besoin d'accéder à une database, par exemple, pourraient du coup se reposer notamment sur ce Vault-là, hein, pour pouvoir accéder aux ces credentials et accéder à la database. Donc tout ce qui est KMS, donc on peut très bien aussi avoir, donc c'est une feature, donc qui concerne pas forcément la partie multi-cloud aussi, mais aussi la partie on-prem, hein. Sur GCP, il est possible d'importer une clé, hein, KMS, hein, qui servirait par la suite dans notre keyring, hein, et qui pourrait du coup,
avec laquelle on pourrait chiffrer, justement nos données qui se retrouveraient sur GCP. C'est-à-dire que si on passe un pas, une étape et on dit: «OK, mais il y a certaines données qu'on peut accepter, qu'on peut héberger sur GCP, mais à condition, c'est d'avoir notre propre Cloud HHM cluster, notre propre cluster Cloud HHM qui resterait du coup sur Skyway», et par la suite, du coup, avec une clé GPG, on pourrait du coup chiffrer via, donc on passerait donc on aurait un mécanisme, hein, qui serait mis en place toujours dans une connexion privée, hein. Comme vous voyez, on utilise le private Google Access. Il faut que la communication reste vraiment private de bout en bout, hein, pour pouvoir chiffrer nos données sur GCP avec une clé GPG qui serait générée directement, hem, depuis Skyway. Et on aurait par la suite un VPC Service Control, hein, le service, pérennité, voilà, qui va nous permettre justement de s'assurer que la connectivité, est vraiment, sécurisée de bout en bout. C'est-à-dire que si un service que GCP ou autre, hein, qui viendrait à l'extérieur de ce périmètre-là, il ne pourra pas accéder aux ressources, de cette communication. On a aussi la partie data loss prevention. Imaginons qu'on ait nos données, hein, qui sont sur le réseau de Scaleway, et on souhaite du coup, utiliser cette technologie, hein, la partie le enfin cet algorithme de Data Loss Prevention, donc ce service de GCP, hein, pour pouvoir, par la suite analyser, hein, les données, hein, qu'on a sur Scaleway, pour pouvoir donc du coup les inspecter, les classifier, identifier, les transformer. Il est possible avec, GCP de faire appel à cette API, donc tout est chiffré en transit, hein, tout est processé en mémoire, donc rien n'est persisté, donc c'est juste l'appel, de l'API, et donc dès qu'il y a le traitement qui est terminé, la donnée, elle est et enfin le résultat, il est automatiquement, retourné du coup à l'appelant, donc à Scaleway, avec la donnée qui a été transformée. Donc là, GCP garantit qu'il n'y a pas de persistance, donc tout est traité en mémoire. Donc si on passe encore une étape et on fait confiance par rapport à cet usage-là, hein, suivant le contrat, donc on peut bénéficier de cette feature. Enfin, la partie disaster recovery. Donc la partie disaster recovery, donc l'idée, c'est de pouvoir avoir, du coup, f avoir par exemple un backup instance qui va permettre de créer le tout, enfin, 3 fois créer nos snapshots sur tous nos backups, hein, et du coup qui serait chiffré avec une clé GPG. Et par la suite, en fait, ce backup, on le transférait, notamment toujours avec une communication de bout en bout qui serait totalement sécurisée, hein, selon les bonnes pratiques, que propose Google Cloud notamment, et Skyway, hein. C'est qu'on passerait justement cette archive, hein, directement sur Cloud Storage, où ce serait archivé, hein, soit sur le long terme, hein, soit sur le moyen terme, hein, dans le cas où, par exemple, on aurait un désastre, sur un des data centers, notamment sur Skyway, on pourrait réutiliser du coup, ces archives-là. Voilà, donc du coup, on a parlé de la partie SecOps, on a aussi parlé de la partie network. Là, on va parler un peu plus de la partie logging et monitoring, hein, qui sont aussi des points importants, hein, sur lesquels, on pourrait, du coup, imaginer certains patterns, hein, entre la communication de ces 2 clouds. Et le plus classique, hein, c'est la partie bien sûr logging. Donc là, à ce moment-là, on aurait du coup un projet, hein, donc un projet, centralisé. On aurait le monitoring, on aurait à l'intérieur de ce projet, en même temps, les logs, de GCP, mais aussi les logs de Skyway. Et on aurait par la suite, du coup, par exemple, hem, toutes nos données qui seraient collectées, notamment par exemple avec un Collect D, hein, qui se transiterait via le VPN, et de la même façon, de façon totalement sécurisée, on transférait du coup nos données, hein, donc en utilisant la Login API pour pouvoir les ingérer et qu'ils puissent être accessibles directement sur un Stackdriver, hein, logging, via des log export, en mettant des syncs, hein, tout ce que propose GCP pour pouvoir le faire. Et on a de la même façon la partie monitoring, hein. Si on a des métriques, sur nos instances, hein, qui sont sur du Skyway par exemple, on pourrait utiliser, hein, toujours des technologies open source comme OpenConsensus, pour pouvoir récupérer ces métriques et les faire passer du coup, au monitoring, et on pourrait du coup directement visualiser ces métriques, hein, sur Cloud Monitoring, hein, de GCP.
Voilà, donc là, on va terminer avec la partie DevOps. Donc la partie DevOps, donc aujourd'hui, enfin les entreprises peuvent choisir, aujourd'hui les, différents outils pour faire de la CI/CD et pouvoir déployer justement, heu, tous nos workloads sur GCP, ou Skyway. Dans cette conférence, on va parler plus de la part de GitLab, hein. C'est d'ailleurs, ce sera l'objet de cette démonstration, hein, sur GitLab. Et en fait, avec GitLab, on a aussi la possibilité par la suite de répondre justement au concept de GitOps. Donc, l'idée de GitOps, c'est de pouvoir, du coup, avoir notre code qui se retrouverait, notre code métier, hein, qui serait du coup sur un repo, donc, sur lequel en fait notre image, notamment si on est sur un contexte Kubernetes, hein, c'est d'avoir notre image Docker sur un repo. Donc, il y aura une 1 étape, c'est l'intégration continue qui se baserait sur les changes du code de ce repo. Et une fois que notre image, la nouvelle version est disponible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, hein, du coup, une pipeline qui se trouverait sur un autre repo, hein, qui pour pouvoir modifier, du coup, qui modifierait les manifestes, hein, Kubernetes avec la nouvelle version de l'image notamment. Et par la suite, dès que c'est déployé sur le premier environnement, il suffira de lancer automatiquement, donc, avec les API GitLab, c'est possible de le faire, de lancer une merge request pour pouvoir autoriser, le déploiement du nouveau artefact, hein, sur la production. Et là, comment on pourrait imaginer justement cette pratique-là avec, d'autres du multi-cloud? C'est qu'on est du coup par la suite pour donc on a notre repo, du coup, infrastructure as code, donc le repo là en dessous là qui serait par exemple sur du Terraform, et là en fait on aurait toute notre infrastructure qu'on déploierait, sur Scale. Ça veut dire tout le Terraform, donc tout notre capsule cluster notamment, toutes notre tous nos bases de données, nos object storage, hein. Donc notre S3 aussi, qui serait déployé, donc qui serait défini dans ce repo, donc qui serait spécifique à ça, à cet usage-là. Et on sait que ce repo va pas trop changer dans le temps, donc c'est pour ça qu'on le met dans un repo, spécifique. Et par la suite, en haut, en fait, on aurait du coup notre image repo où on aurait à l'intérieur notre code métier et par la suite, on aurait notre image Docker. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on aura notre nouvelle image, on va via Customize par exemple, hein, on va venir éditer justement ces manifestes directement depuis la pipeline de l'image repo et on va pusher, justement cette modification, sur le repo de environnement repo. C'est là, en fait, on aura nos différents environnements qui vont par la suite, du coup déployer nos ressources, sur Skyway. Et là, ce qu'on remarque, c'est ici, on a utilisé de cet exemple-là, on a utilisé Cloud Build, hein, pour pouvoir builder de façon très simple, hein, notre image Docker, hein, et pouvoir la mettre sur le Container Registry. Et ce qu'on remarque, c'est toutes les images justement Docker sont ici aussi, centralisées, hein, sur un projet DevOps, hein. Et là, il y a le cluster, capsule qui va venir pooler ces images, pour pouvoir mettre à jour, les workloads. Donc une des bons les bonnes pratiques en fait enfin, les bonnes pratiques qui sont définies par la communauté notamment c'est, enfin et aussi l'usage qui est le plus simple aujourd'hui, hein, si on veut déployer des runners, hein, sur GKE, hein, pour pouvoir justement répondre à ce cas de figure, hein, GitOps entre les 2 cloud providers. Donc moi personnellement j'utilise le Helm chart pour déployer mes runners spécifiques, hein. Donc j'utilise uniquement des runners spécifiques parce que les shared runners, on est limité justement en temps et l'objectif, c'est vraiment d'utiliser le GitLab.com comme SaaS, mais avec des runners, où qu'on n'ait pas de limite, hein. Et en fait, par la suite, on aurait du coup des runners qui seraient accessibles par tag. C'est-à-dire que chaque fois qu'on souhaite déployer sur un environnement, c'est-à-dire sur le projet de dev sur Skyway ou sur le projet de staging ou prod, ben, on aurait un runner spécifique qui a les credentials par la suite et qui pourrait du coup, déployer ces ressources-là dans l'environnement qui correspond au tag. Donc aussi les specific runners, ils peuvent être loqués en différents projets. Pour tout ce qui est production, on peut avoir du coup des branches protégées qui puissent être lancées uniquement dans des branches protégées. On peut aussi avoir une authentification qui serait, vraiment, en liste privilège, hein. On pourrait utiliser avoir donc du coup un binding entre la Kubernetes Service Account qui est rattaché, heu, au runner spécifique avec un Google Service Account et qui a lui-même accès à certaines ressources, GCP.
On peut aussi utiliser Kubernetes Service Account Token comme étant un identifiant pour pouvoir accéder aux ressources, hein, qui seraient, enfin, aux credentials qui seraient stockés sur Vault. On peut aussi avoir un automation token, hein, avec Argo CD, hein, qui serait généré uniquement lors du lancement de la pipeline pour pouvoir déployer des ressources, hein, en utilisant Argo CD. Et bien sûr, on peut imaginer aussi avoir un autre pool par environnement de façon à séparer, justement dans le cas où il y aurait un plantage avec le node pool de dev, on a au moins du coup cette séparation entre les node pools. Voilà, donc ça c'était pour les différents patterns. Donc on a vu 11, donc ça a bien démontré qu'il était possible justement, de pouvoir imaginer, une architecture vers une multi-cloud entre ces 2 cloud providers. C'est totalement possible de le faire et d'ailleurs là, on va montrer une petite démonstration sur comment, on pourrait imaginer, c'est une connectivité entre les 2 cloud providers. Donc dans cet exemple, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va montrer déjà le projet DevOps, donc le cluster, GKE qui a été créé, qui va avoir du coup nos runners spécifiques, hein, dessus pour chaque, du coup un runner spécifique qui serait partagé avec les 3 repos. Donc les 3 repos, imaginez que c'est une seule application, donc application sur lesquelles on a notre propre infrastructure, donc notamment si on est sur un cluster capsule. Donc là, dans la partie infra, on aura notre cluster capsule et on aurait du coup une image, hein, qui serait, qu'on va voir. Donc on va modifier du coup l'image donc avec un tag et par la suite ça va lancer par la suite la pipeline qui se retrouvait sur le Env qui déploierait par la suite, hein, sur un projet, de développement sur Capsule. OK, allez, je vous montre du coup, allez, du coup là donc là, on a du coup notre cluster GKE. Donc dans notre cluster GKE, on va retrouver, par la suite, du coup, notre runner. Donc là, notre runner, heu, il est directement, il a quasiment été créé pour l'environnement de dev, hein. Et donc là, par la suite, on aura du coup notre Argo CD et notre vol. Donc on a notre cluster dans lequel on va retrouver du coup un node par environnement. Donc là, pour le coup, j'ai mis juste un seul node, hein, pour le parti DevOps pour dans le coup. Mais on pourrait imaginer du coup avoir un node pool, hein, par environnement. Et on aurait du coup un node pool qui serait spécifique, par exemple, au Volt. Et du coup, là, par la suite, du coup, là, on est, sur la partie, du démo de l'infra, donc on est sur le repo de l'infrastructure et ici, on aurait par la suite, du coup, notre capsule cluster, hein, qu'on va déployer sur Skyway. Donc c'est du Terraform. Donc aujourd'hui, l'équipe de Skyway, hein, travaille énormément, hein, donc elle met à jour régulièrement, le module de Terraform, hein, donc je les salue pour ça. Donc c'est vachement bien mis à jour et c'est très stable aujourd'hui, hein. Donc ici, on a notre démo infra. Donc, on va utiliser donc, une pipeline GitLab pour pouvoir déployer notre infrastructure. Donc là, avec un ini, donc là, on récupère notre token Vault, du coup, nos secrets, hein, directement. Donc vous voyez, hein, il est déjà connecté, le runner, vu qu'il est déjà sur GKE, il est déjà authentifié et connecté. Donc là, vu qu'on a les droits de pouvoir lancer cette pipeline sur GitLab, du coup, peut lancer, du coup, cette pipeline. Donc ce qu'il va faire, c'est que ça va créer, par la suite un cluster. Donc un cluster avec un autre pool et 3 nodes, hein, donc rien de plus simple, hein, qui a directement été, déployé à travers cette pipeline. Et par la suite, on aurait du coup notre applicatif. Donc notre application qu'on souhaite déployer sur Skyway, imaginons une application qui serait par la suite en JavaScript, hein, et du coup, on aurait notre pipeline, oui, là, notre pipeline du coup sur lesquels ce qu'on va faire, c'est qu'on va, récupérer des infos SSH, hein, pour pouvoir, par la suite donc on build notre image et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner, le démo env, hein, pour pouvoir éditer du coup par la suite, le customize avec la nouvelle version de l'image et par la suite on va pusher justement la nouvelle version, hein, qu'on aurait. Donc imaginons qu'on ait par la suite du coup corriger un bug. Donc là, pour pas perdre de temps, imaginons qu'on a créé un tag, hein, sur ce projet. Donc là, on va lancer, la pipeline. Donc on va lancer notre pipeline qui va du coup par la suite,
Donc on va le voir, ça va du coup lancer la pipeline qui se retrouverait sur le démo env. Et je vous parle du coup le démo env en attendant. Donc le démo env, donc on a ici notre, une simple application, une simple application, hein, qui serait dans un format customize. On aurait un deployment et un service et on aurait par la suite nos environnements, enfin, on aurait du coup un répertoire par environnement. Et là, si on voit notre GitLab CI/YAML, hein, donc de la même façon, on récupère nos tokens, aussi notre Argo CD token. Donc, vous voyez, on appelle des secrets, hein. Mais on peut très bien imaginer un automation token de la même façon avec un Vault, hein, qui serait directement lié avec le plugin Kubernetes sur Vault. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais configurer, donc ça, c'est uniquement, ça va le l'init et le deploy justement de la configuration Argo CD, donc enfin, la configuration de l'environnement, il va se faire uniquement une fois, donc c'est en manuel, dans laquelle ici je vais, permettre à Capsule d'accéder, notamment aux images Docker qui sont stockées, hein, sur le cluster sur le projet DevOps, et on enregistrerait par la suite ici le cluster, donc celui de dev, hein, le cluster add, et par la suite dans le deploy ici, on déploierait du coup notre projet Argo CD, hein, sur lequel on va déployer notre application. Et en fait, celui qui va le job qui va se lancer, hein, c'est celui-ci, hein, sur lequel on va, synchroniser notre application. Donc du coup avec, un auth token et le serveur, donc par la suite pour pouvoir déployer directement sur Argo CD. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va du coup, donc le runner spécifique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va solliciter, un node pool pour pouvoir se lancer. Donc, le runner spécifique, il y a une node correlation, sur un node, en particulier. Donc il attend pour pouvoir lancer ce node pool qui sera approvisionné parce que c'est un scale à 0, donc de 0, le temps que ça soit approvisionné. Et là, ce qu'on a en attendant que ça puisse, se déployer, hein, c'est qu'on a notre application qui est déployée via Argo CD, hein, qui est un service GitOps, hein. Donc on est sur la version, comme on a vu, 1.1, et l'objectif, c'est que ça puisse, du coup être déployé, donc directement via le concept de GitOps. Donc je profite en fait, pour vous présenter un peu Skyway parce que on a du coup la partie, bon là je suis sur un environnement donc, existant. Donc, là ici par la suite on aurait, du coup il y a différents services qui sont supportés par Skyway aujourd'hui, donc du Kubernetes, donc notamment si on souhaite faire du multi-cloud, on a un différents choix qui s'offrent à nous, hein. C'est la partie, donc, on peut aussi faire du bare metal, on peut avoir de l'instances, classique, on peut utiliser de l'object storage, des databases, hein. Aujourd'hui, Skyway supporte, Postgre et MySQL, donc, on peut très bien, utiliser ces services justement pour pouvoir, garder nos données, hein, sur Skyway et avoir toute la partie opérationnelle sur GCP. Donc là, c'est en train de builder, notre image, donc, ici. Donc là, on utilise, donc le plus simple, c'est d'utiliser, Cloud Build d'ailleurs pour tout ce qui est build, d'image, hein, plutôt que de faire un Docker logging à chaque fois, build et run et cetera. Donc le Gcloud Build, Submit, c'est une commande justement qui est, très pratique pour pouvoir le faire très rapidement. Donc là, en fait, ça a committé la nouvelle version, donc on a fait un customize edit et par la suite, ça a poussé notre nouvelle version de l'image. Donc par la suite, on aurait, notre pipeline, hein, qui va se lancer. Donc on aurait notre pipeline qui va se lancer, mais vu que le runner a déjà été utilisé, donc, il est partagé aussi avec l'autre projet, donc il est loqué pour ces projets-là. Donc il va du coup réutiliser, du coup un pote qui, et ben là, du coup, on a ensuite, une synchronisation. Donc on a lancé, l'Argo CD App Sync Apda avec la nouvelle version, hein, de l'image. Et là, on va pouvoir le voir, hein, ça va automatiquement se synchroniser automatiquement, donc il se passe des choses. Donc voilà, donc là, c'est déjà fait. Donc voilà, la version 1.1. Donc là, on est vraiment sur le cluster. Donc on a fait donc le runner spécifique, donc pour résumer, non, sont bien sur le cluster DevOps, hein, ici, et ça a du coup, créé les ressources directement sur le capsule cluster, hein, sur Skyway. Donc là, on en a uniquement, notre cluster qui est sur Skyway. Donc toute la partie opérationnelle, elle est complètement déléguée, par la suite à GCP.
pour dans l'objectif de pouvoir uniquement se concentrer sur le métier, sur la partie Skyway et la gestion de nos données. Voilà, ça c'était pour la petite démo donc voilà, la conférence elle est terminée ici. Du coup, s'il y avait des merci d'avoir suivi cette conférence. Vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon n'hésitez pas à me revenir vers moi, hein, ultérieurement, hein. Donc je suis disponible, sur Twitter, mais aussi il y a mais aussi sur les blogs. Donc en fait, cette conférence-là, elle est aussi en version, blog, donc vous pouvez retrouver, hein, directement sur ce lien les 5 parties, hein, qui réexpliquent, les différents chaque pattern, hein, et puis il y a aussi d'autres patterns qui vont venir, hein, sur tout ce qui est monitoring et data management, qui feront du coup la suite, hein, de cette série, hein, sur dev.to. Merci en tout cas d'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis, hein, pour pouvoir améliorer cette conférence directement, en scannant le QR code, hein, qui est affiché, hein, sur l'écran. Voilà, donc s'il y a pas de